Avez-vous déjà pensé à créer un plugin Figma pour résoudre vos problèmes récurrents? J'ai testé et je vous débriefe le process pour vous lancer. Bonne découverte dans Parlons Design. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, rejoins la KakatoS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de la création de plugins pour Figma. Bon, Figma, clairement, il n'y a plus de questions. Depuis 2022, c'est clairement devenu la référence, l'outil de référence pour le design de produits numériques. Et on a la possibilité de l'étendre de deux manières, avec les plugins ou avec les widgets. Les widgets, j'ai pas encore exploré, je compte le faire dans les prochaines semaines, donc il y aura probablement un épisode dédié. Mais par contre, j'ai exploré là il y a 2-3 semaines la création d'un plugin Figma. J'avais quelques idées qui tournaient autour de ça, ça m'avait toujours un petit peu intrigué, mais j'avais jamais mis les mains dedans. J'avais testé côté Adobe XD, mais pas encore côté Figma. Et donc, je me suis lancé, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, vous allez le voir, les possibilités sont extrêmement larges. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, on va en faire un petit épisode, donc on va voir pourquoi c'est intéressant de créer potentiellement un plugin Figma, comment on crée un plugin Figma, qui est quand même une excellente question, et bien sûr, si on veut se lancer, quelles sont nos possibilités derrière pour le publier, pour potentiellement le monétiser, même si on va voir qu'il y a des contraintes. Donc voilà. Overview complète tous ensemble, ça peut être hyper intéressant, la création d'un plugin Figma à un niveau perso, pour l'utiliser pour soi-même, pour le partager avec la communauté, mais aussi à un niveau d'entreprise, on va le voir, il y a plein de choses à faire autour de ça, donc on est parti. Pourquoi créer un plugin Figma? Alors pourquoi? Globalement, ça va être pour étendre les capacités de Figma, mais on peut le faire de plein de manières. Ça va être pour pouvoir automatiser des actions, le nettoyage d'un fichier, la réorganisation d'un fichier, la documentation par exemple du layout, c'est obligé, on peut réussir à faire ça avec un plugin. De toute façon, il y a de grandes chances que vous avez déjà testé des plugins, donc vous voyez tout le genre, toute l'immensité des automatisations qu'on peut créer. Mais il y en a encore d'autres, peut-être plus adaptés à vos besoins, que vous pouvez créer vous-même. Ça peut donner aussi la possibilité de créer de nouvelles choses facilement, des plugins potentiellement de génération de formes complexes. On a les outils de base dans Figma, mais on pourrait créer des plugins qui vont nous aider à générer des formes complexes qui sont un petit peu longues à faire à la plume. Si on les fait de manière récurrente, ça peut être intéressant d'avoir un plugin qui fait ça. En termes perso ou en termes entreprise, un espèce de plugin de génération de template de fichiers. Ça, c'est toujours compliqué quand on travaille sur plusieurs pages, etc., de rechoper son template à chaque fois, d'aller le copier d'un fichier pour le remettre dans un autre, faire attention qu'on n'a rien oublié, etc. Les plugins peuvent tout à fait faire ça. On va également pouvoir l'utiliser pour de l'analyse de fichiers, là plus à un niveau entreprise, mais pour analyser l'usage du design system dans un fichier en particulier, un plugin peut faire ce travail-là. Pour vérifier la cohérence des espacements, un plugin peut faire ce travail-là. Ou encore, après j'en arrête avec les possibilités, mais il y en a bien sûr plein d'autres, on peut utiliser un plugin pour accéder à de la donnée externe. Donc ce soit peupler son design avec des données réelles depuis la database de production, depuis un fichier tableur, depuis un JSON, c'est des choses qu'on peut faire, tout ça. Et encore là, voilà, j'ai effleuré les possibilités. Donc c'est extrêmement libre, extrêmement large. Derrière, ça va avoir deux utilités. Numéro 1, le partager avec la communauté Figma, le rendre accessible à d'autres designers, voilà, créer un produit utilisé par des gens qui simplifient la vie du monde. C'est quand même une belle destinée pour un produit comme ça, mais également à un niveau d'entreprise, ça va pouvoir être extrêmement intéressant. Il y a déjà des boîtes qui l'ont fait. Il y a pas longtemps, j'ai été à une conférence de Doctolib. Ils ont créé des plugins en interne, notamment pour le suivi de leur design system. Et en fait, ça permet derrière aux designers d'utiliser ces plugins-là internes pour analyser leurs fichiers, pour vérifier sur quoi ils peuvent améliorer, et ça sert aux gestionnaires du design system à récupérer des stats et à se dire, ok, ce composant-là, par exemple, tous les designers le cassent tout le temps, et on va creuser, on va comprendre pourquoi. Donc, il y a vraiment plein d'usages à échelle perso, à échelle communautaire ou à échelle de l'entreprise qui peuvent être hyper intéressants.
et voir, on va en parler à la toute fin, mais on peut même monétiser nos plugins. Alors il y a des contraintes assez importantes, mais c'est quelque chose de faisable. Et si vous avez pas mal exploré les plugins Figma, vous avez dû probablement voir qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui font tourner un petit business grâce aux plugins Figma, donc ça peut être aussi intéressant bien sûr à ce niveau-là. Bon, si vous avez trouvé des idées, des concepts, ou si vous juste vous voulez en savoir plus, on va passer maintenant à comment est-ce qu'on peut se lancer dans la création d'un plugin. Alors, il y a une documentation Figma sur leur site qui est tout en anglais, qui est très bien faite, et qui nous explique comment créer un plugin, donc ça, déjà, c'est top, parce que c'est une excellente base de travail. Globalement, un plugin, ça va se coder avec du vrai code. C'est pas une interface no-code pour créer les plugins sur Figma, mais par contre, ça va utiliser les langages de base. C'est du HTML, CSS, JavaScript, donc les langages les plus classiques, entre guillemets, les plus connus, et que vous pouvez apprendre sur énormément de plateformes. Il y a notamment Open Classroom en français, qui est hyper bien, qui est hyper clair, et qui guide pas à pas là-dessus, gratuitement, ou ça dépend des formules, mais en tout cas on peut apprendre gratuitement, et il y a des tonnes de ressources, donc ça c'est super. Pourtant, Figma recommande d'utiliser TypeScript, qui est une espèce de surcouche de JavaScript, qui est typée et qui assure une meilleure sécurité du code. Moi je connaissais TypeScript de nom, mais je l'avais jamais vraiment trop utilisé. Je me suis dit que c'était l'occasion d'y passer un petit peu pour ce projet-là. Globalement, quand on est habitué au JavaScript et au langage typé, c'est quelque chose qui s'appréhende, mais si c'est quelque chose qui vous fait peur dans un premier temps pour explorer, c'est pas une obligation du tout, c'est juste une recommandation du côté Figma, donc vous pouvez tout à fait coder en JavaScript classique, si c'est ce qui vous convient le mieux. Voilà. Donc techno de base, petite recommandation pour TypeScript, mais on peut tout à fait utiliser la stack HTML, CSS, JS de base. Et derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme quand on code pour le web, où on a accès à toutes les fonctions pour écrire dans le navigateur, pour modifier les éléments de notre page HTML, là, on va avoir une espèce d'API Figma qui va nous permettre d'accéder à plein de fonctions et faire plein d'actions directement sur Figma. Et je dis bien sur Figma et pas uniquement sur le canvas Figma, parce que ces fonctions sont extrêmement larges et ça permet beaucoup de choses, ce qui est impressionnant. Quand j'avais essayé à l'époque sur Adobe XD, j'avais trouvé que au contraire l'API était plutôt restrictive, elle sécurisait beaucoup de choses, mais du coup c'était assez galère en tant que développeur de faire des choses intéressantes sans se bloquer, alors que là sur Figma on est très généreux en possibilités, on peut faire plein de choses. On peut bien sûr manipuler tous les éléments du canvas, donc c'est-à-dire lire tous les éléments qu'il y a dans l'espace de travail de l'utilisateur du plugin, mais aussi écrire, créer des formes, créer des textes, créer des groupes. On peut tout faire. C'est toutes les fonctions qu'on peut faire avec notre souris dans Figma, on peut les faire globalement avec l'API de Figma, donc c'est extrêmement intéressant. On peut aussi stocker des informations en local, juste pour notre plugin, pour sauvegarder n'importe quel type d'infos. On peut également écouter les événements réalisés par l'utilisateur. Donc si on veut attendre que qui fasse une action spécifique, on peut le spécifier dans le code et attendre cet événement-là pour réagir avec le plugin. Hyper intéressant. On peut même accéder à l'historique Figma et enregistrer des versions dans l'historique Figma. Donc à un niveau entreprise, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant parce que l'historique Figma, c'est quelque chose hyper puissant, mais qu'en même temps, très peu de monde utilise parce que c'est un petit peu caché. Peut-être qu'un plugin pour améliorer ça, ça peut être intéressant et ça peut apporter un versionning plus concret, surtout à un niveau entreprise, parce que à un niveau perso, c'est relativement moins utile. Mais en tout cas, on peut faire ça. On a bien sûr accès aux composants. Et encore plus fou, on peut faire des appels API classiques, des appels réseau extérieurs à n'importe quel service. Donc ça peut tout à fait permettre de connecter Figma à n'importe quel service. Et ça, c'est disponible sans trop de contraintes. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, on peut à la fois développer des plugins pour Figma et pour FigJam. C'est globalement la même interface, le même usage, et c'est tout à fait puissant. Donc voilà, vraiment il y a une grande variété grâce à cette API Figma, et on peut faire à peu près tout et n'importe quoi.
Donc, si ça vous chauffe, si normalement votre idée est forcément réalisable vu les possibilités ouvertes par Figma, il suffit de lancer la documentation Figma, elle est hyper complète, il y a un tuto de départ, je vous mettrai bien sûr le lien en description, de télécharger un environnement de développement comme Visual Studio Code par exemple, qui est très bien, c'est un peu celui de base recommandé pour tout le monde, ça fonctionne très bien, c'est gratuit, et de vous lancer dans le développement. Si vous n'avez pas du tout de connaissances HTML, CSS, JavaScript, je vous recommande un tuto Open Classroom notamment, qui sont très bien là-dessus. Une fois que vous serez en train de développer votre plugin, quand vous vous rendrez dans Figma, sur l'application, c'est important pour le coup de télécharger l'application Figma pour le développement de plugin. Quand vous rentrerez dans le menu plugin, il y aura un menu développement duquel vous pourrez lancer le plugin que vous êtes actuellement en train de développer et le tester en direct, accéder même à une console pour voir les retours de votre plugin. Donc c'est un vrai environnement de développement, plutôt bien foutu, plutôt efficace, et comme ça vous pouvez créer votre plugin. Une fois qu'il est prêt, dernière étape, c'est le temps de se lancer. Et donc, très bonne nouvelle encore une fois, la publication est complètement gratuite. Il n'y a aucun frais spécifique, Figma demande juste que la double authentification soit activée sur le compte, mais voilà, c'est quelque chose d'assez random. Mais en tout cas, c'est gratuit pour publier le plugin. Par contre, attention, il n'y a pas de moyen natif de monétiser le plugin. Il y a sur la community Figma, il n'y a pas moyen de vendre des plugins payants. Il va falloir passer par d'autres alternatives que je vous ai gardées pour la toute fin. Il y a deux moyens, bien sûr, de publier un podcast. Le premier, c'est de le publier en privé pour l'organisation, donc pour une entreprise. Là, dans ce cas-là, il n'y a aucune review effectuée par Figma. Hein. Le plugin est automatiquement rendu libre à l'organisation et à l'organisation seulement. Mais bien sûr, ça nécessite un plan organisation, donc les plans entreprise, avec plusieurs membres, etc., pour leur partager. La deuxième possibilité, c'est de le publier sur Community. Donc Community, c'est l'espace justement où vous téléchargez habituellement les plugins, les widgets, etc. Et donc qui est accessible partout dans le monde, que tout le monde peut installer sur son Figma. Dans un premier temps, quand on va le publier, il va être dispo sur le store Community en mode in review, avec un petit tag in review. Et dans les 5 à 10 jours, Figma va effectuer une review. Les critères sont pas très très clairs sur qu'est-ce qu'ils acceptent ou qu'est-ce qu'ils acceptent pas. Mais si Figma l'accepte, vous allez être publié avec un petit tag, un petit badge publié. Et puis votre plugin sera accessible. Vous pourrez ensuite, bien sûr, le mettre à jour, remplir sa page de plugin pour apparaître sur le community. Vous pouvez même mettre plusieurs contributeurs, plusieurs créateurs sur le plugin. Donc si vous avez été plusieurs à travailler dessus, vous pouvez nommer tout le monde. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et puis voilà, si c'est refusé, Figma vous fera un retour et vous devrez bien sûr améliorer le plugin par rapport à leurs critères pour que ça puisse passer et être disponible sur le store Community. Bon, il nous reste un petit point que j'ai écarté depuis le début de ce podcast, c'est la monétisation. Alors Figma, globalement, dans sa documentation, recommande que les plugins soient gratuits et en gros qu'ils soient accessibles, peu importe si les gens peuvent payer ou ne peuvent pas payer. Donc que ce soit gratuit, pour faire simple. Derrière ça, ils interdisent la pub dans les widgets. Ils annoncent directement que ce sera un refus automatique au moment de la review s'il y a des pubs dans le widget. Ils veulent pas que Figma devienne un espace de pub, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais par contre, ils sont OK s'il y a une monétisation avec un outil tierce party qui n'est pas trop agressif. Il se garde le droit de refuser votre plugin, notamment si il est obligatoirement payant pour le moindre usage, mais par contre, il laisse entendre, et on peut le voir avec plusieurs plugins, qu'on peut le monétiser dans une certaine mesure. Le modèle récurrent le plus utilisé, c'est, en fait, il faut un compte web pour se connecter au plugin, pour avoir accès à un certain nombre de crédits. Et du coup, une fois qu'on est au maximum de crédits, qu'on a atteint notre limite mensuelle, notre limite de crédit, notre limite quoi que ce soit, ça nous redirige vers le site du créateur du plugin pour monter en abonnement, pour acheter des crédits en plus et pouvoir utiliser le plugin à l'infini. C'est le modèle globalement le plus récurrent là-dessus. C'est en fait, on a un nombre d'usages d'essai du plugin et derrière on va pouvoir acheter une formule, mais ça demande bien sûr un développement un petit peu conséquent dans le sens où
Figma propose pas du tout ces outils de monétisation, ça veut dire on va devoir externaliser ces outils de monétisation, créer un site web dédié, un système de gestion de compte dédié, un système de paiement, d'abonnement ou d'achat dédié, et donc ça demande un certain travail parce que Figma nous facilite pas la tâche dans ce sens. Mais en tout cas, c'est possible et pas mal de créateurs de plugins ont fait ça. J'espère que ce podcast vous a plu. Vraiment, la création de plugins Figma, ça donne beaucoup de possibilités. Ça peut être hyper intéressant pour uniformiser des actions dans une équipe design, à un niveau d'entreprise, ou à plus grand niveau pour simplifier la vie de la community Figma. Si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-vous plaisir, creusez un petit peu ça. C'est toujours des compétences un peu bonus qui peuvent toujours être utiles et qui sont globalement assez fun à explorer. Si le podcast vous a plu, je vous invite à le noter 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide à mieux référencer le podcast, ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer ce podcast. Et également, dans la même lancée, vous pouvez le partager autour de vous, à vos collègues, à vos amis qui aiment bien le design. C'est une super façon de bien lancer 2023, se partager des petites ressources comme ça. Et pareil, ça aide à faire grandir le podcast. Donc c'est top. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!